Chaque hiver, les stations de montagne rivalisent d'ingéniosité pour se doter des meilleures technologies au bénéfice des skieurs. Toujours plus d'innovation. Au sommet de l'Europe, dans le plus grand domaine skiable du monde, celui des Trois-Vallées en Savoie, la recherche est constante pour améliorer chaque année la qualité de ces équipements. Les choses deviennent beaucoup plus compliquées à 3000 mètres qu'elles ne le sont quand vous êtes dans une vallée. Les remontées mécaniques sont pensées pour répondre aux contraintes spécifiques des reliefs abrupts et de la météo parfois rude en haute montagne, afin d'assurer la sécurité maximale pour les milliers de personnes qui les empruntent chaque heure. Le risque zéro n'existe pas, c'est une phrase qu'on entend souvent en montagne. Un investissement colossal au quotidien, tant humain que matériel, pour contrecarrer aussi des phénomènes naturels dont les conséquences pourraient être désastreuses. Un univers où les moyens satellites ont également investi le travail de la neige pour appuyer chaque jour, chaque nuit, des outils mécaniques qui exigent une extrême précision pour façonner les meilleures pistes de ski. Il faut avoir ce qu'on appelle le toucher de neige. Il y a des dameurs, c'est inné pour eux. Il faut absolument qu'on cache toutes les imperfections. En haute altitude, l'homme est aussi devenu un véritable maître de la neige, en développant des techniques toujours plus poussées de fabrication d'une neige incroyablement pure. Tout le monde veut de la neige, et moi, mon boulot, c'est de la retirer. Tous les secrets de l'ingénierie déployés dans les meilleurs domaines skiables vont vous être maintenant révélés, pour vous faire découvrir les titans des neiges. Pour vous montrer maintenant ce qui se fait de mieux en termes d'équipement dans les domaines skiables, direction Val Thorens, au sein du domaine des Trois-Vallées. Situé en Savoie, à 2300 mètres d'altitude, ce sont ici 150 km de descente à ski répartis sur 83 pistes, ainsi qu'un snowpark de 70 000 m². Et c'est aussi et surtout pas moins de 2000 personnes qui s'emploient à élaborer et entretenir l'ensemble du domaine skiable. Pour la première étape de la préparation des pistes, rendez-vous en fin de journée à l'heure de la fermeture de la station. Les équipes de damage entrent alors discrètement en action. Le damage, c'est l'entretien du manteau neigeux et la création du manteau neigeux pour que le client qui vient skier chez nous ait une piste nickel. L'ensemble de la station est équipé d'une quinzaine de dameuses. Ce sont 3 équipes de 10 conducteurs d'engins de damage qui se relaient du soir jusqu'au matin. La mission des dameurs est de remonter toute la neige drainée vers l'extérieur et le bas des pistes par le passage répété des skieurs. On sait qu'en moyenne, une seule personne déplacera près d'une tonne de neige sur une seule journée de ski. Avant d'embarquer dans leur machine, le chef de damage rassemble ses équipes pour une réunion préparatoire au travail de la nuit. On est sur 40, on est sur 40. Eric, traversée de téléphérique. Cyril, avec Quentin, vous partez sur le col de Louzin à 40. Chacun va recevoir un programme bien précis. On travaille la neige, on la remonte. Quand elle est dure, on la travaille encore un peu plus pour qu'elle se ramollisse, pour que ce soit plus agréable pour la clientèle. C'est tout un travail de l'ombre. On travaille quand toute la clientèle se repose. On a des formations sur la nivologie, tout ce qui est la neige, les grains de neige. Et après, c'est surtout beaucoup de pratique. Cette partie est terminée. Chaque nuit, les dameurs doivent remonter plus de 20 000 tonnes de neige sur les pistes pour les remettre en état. C'est pour cela que les engins sont si impressionnants, imposants, certains pouvant peser jusqu'à 15 tonnes. Aussi, la puissance de ces machines dépasse parfois les 500 chevaux afin d'avoir le couple suffisant pour affronter les reliefs les plus difficiles. Mais alors, comment fonctionnent ces énormes machines concentrées de puissance et de technicité? Le joystick est l'outil central d'une dameuse. Il permet au conducteur de manier la lame hydraulique située à l'avant. Cette lame est composée de 3 parties articulées sur plusieurs axes, et c'est là toute son ingéniosité. Le joystick va autoriser 12 positions différentes. La mission principale du conducteur, c'est surtout de bien jauger le travail de cette lame. Il y a des dameurs, c'est inné pour eux de travailler cette neige, et d'autres personnes qui ont plus de mal.
On doit prendre une certaine quantité de neige, on essaye de la conserver dans la lame et puis on va la transporter, donc on la monte tout en levant l'accessoire, donc en la levant la lame progressivement pour éviter de faire, lors d'une levée trop rapide, un gros tas et monter et faire un oups, comme on appelle ça. Hein, on dit oups, j'ai fait un trou ou j'ai fait une bosse, voilà. La fonction de la lame est justement de couper ces bosses pour aplanir au maximum la surface neigeuse. C'est ensuite aux chenilles d'intervenir dans le travail de la neige. En plus d'assurer la stabilité de la machine, elles sont chargées lors du damage de brasser, aérer, mais aussi de compacter la couche neigeuse fraîchement déplacée. Sous le passage des chenilles, à l'arrière de la machine, sont libérés de gros et denses morceaux de glace. Un troisième outil est alors employé pour l'étape de finition, la fraise. Constituée de 2 rouleaux munis d'une multitude de dents, elle doit digérer ces blocs de neige en les découpant en petits morceaux. Il s'agit de réduire la granulométrie de la couche neigeuse. Enfin, un lisseur à l'arrière que l'on appelle tapis de fraise va former au passage de la dameuse des stries grâce à ses dents. Les tapis vont terminer d'aplatir la poudre pour en enlever toutes les imperfections. Donc le but est vraiment de terminer, de casser cette neige pour en faire une poudre la plus fine possible. Toutes les dameuses fonctionnent sensiblement de la même façon, avec quelques légères distinctions pour certaines. Les dameuses dédiées à l'entretien des snowparks, par exemple, sont un peu plus légères, à partir de 5 tonnes. Elles sont équipées de fourches à l'avant pour déplacer les rails. Et l'amplitude de mouvement de leurs lames est aussi plus importante en raison des caractéristiques des bosses à créer. Quant aux machines consacrées aux pistes de ski de fond, elles sont elles équipées à l'arrière de traceurs. Un outil qui, comme son nom l'indique, permet de laisser des empreintes au sol, nécessaires pour y placer les skis. Un dernier équipement, et peut-être l'un des plus importants, le plus sécuritaire assurément, est appareillé sur certaines dameuses. Nous le retrouvons sur les machines en charge de l'entretien des pistes plus abruptes de ski alpin. Le treuil, indispensable outil, permet aux engins de damage de travailler sur toutes les descentes à ski, même les plus raides, où les pentes atteignent parfois les 50 degrés d'inclinaison. Alors le treuil, c'est une aide pour pouvoir aider la machine à remonter ou la retenir en descente. Pour réaliser ce travail au treuil, le dameur doit d'abord se positionner en haut de la piste avec sa machine. Le chauffeur attache alors le crochet de son treuil à un anneau d'ancrage. Le conducteur suit alors la procédure et met le câble en tension. À partir du moment où le câble est en tension, il peut descendre les fortes pentes tout en sécurité. Pour moi, le treuil, c'est le plus agréable à travailler. On remonte vraiment de la neige pour pas qu'il y ait d'abrasion sur les pistes. On peut passer peut-être 15 fois au même endroit parce qu'il y a une accumulation de neige à cet endroit, donc on la prend là et on la remonte à un endroit bien défini. Malgré les dénivelés des pistes et les contraintes subies par la machine, le chauffeur peut ainsi aisément remplir sa mission. Le treuil, entraîné par une bobine motorisée, tourne à 360 degrés pour suivre les déplacements de la machine dans toutes les directions possibles sur l'ensemble de la piste. Les dameuses sont impressionnantes en tout point. Impressionnantes aussi quand il s'agit d'évoquer les chiffres de la consommation. Chaque saison, à Val Thorens notamment, elles engloutissent entre 500 et 600 000 litres de carburant. Pour ces raisons écologiques et économiques, les chauffeurs ont l'obligation d'être de plus en plus efficaces dans leur travail afin de limiter les contraintes et la sollicitation de la machine. Mais depuis quelques années, une nouvelle couleur de dameuse a fait son apparition. Elles sont identiques à celles que l'on retrouve sur les pistes de ski alpin, à la différence près qu'il s'agit d'une version hybride, plus respectueuse de son environnement. Mais quelle que soit la machine utilisée, tous les conducteurs d'engins de damage ont un ennemi redoutable. En haute altitude, l'environnement peut être incroyablement changeant. La grosse difficulté du dameur sur le terrain, c'est vraiment la météo. Les tempêtes de neige rendent régulièrement la visibilité à néant. Pourtant, même dans ces conditions, les dameurs parviennent à se repérer sur les pistes. Et ce n'est pas uniquement grâce à leur parfaite connaissance du terrain.
un outil ingénieux a été développé au bénéfice des conducteurs, SNOSAT, un logiciel de cartographie qui permet de connaître précisément sa position à n'importe quel endroit de la station. C'est une aide pour le chauffeur. C'est comme un GPS, ni plus ni moins. La station est répertoriée, les pistes sont répertoriées, les pylônes, les enneigeurs, tout ce que l'on peut trouver sur les pistes. C'est une précision centimétrique, donc c'est quand même l'un des systèmes les plus précis sur le marché actuellement. Ça nous permet de suivre une piste sans s'égarer. Alors qu'avant, on pouvait très bien se perdre, sauter des barres-choses ou quoi que ce soit. Alors que maintenant, avec la cartographie, ça nous permet quand même de se déplacer avec le SNOSAT en occultant toutes les vitres du véhicule si on veut. Il n'y a aucun souci. Et pour recenser l'ensemble de ces informations, c'est tout le domaine qui a été au préalable entièrement numérisé par hélicoptère. Un relevé topographique de référence a été réalisé sur un terrain vierge de toute couche de neige. Ensuite, durant la saison hivernale, il ne reste qu'à calculer la différence entre ce relevé 0 et la position des capteurs GPS situés sur les dameuses. On obtient ainsi la hauteur précise de neige. Donc sur l'écran, on a la piste où on est en ce moment. On a l'altitude, on a l'inclinaison de la machine. Et après, les couleurs, c'est tout ce qui correspond à la hauteur de neige qu'on a sous notre machine. Donc le rouge, c'est de 0 à 40 cm. Le vert, c'est de 40 à 80 cm. Le bleu, c'est de 80 à 1,60 m. Le jaune, de 1,60 m à 3,20 m. Le marron, c'est plus de 3,20 m. Donc tout ça, c'est sur son écran, donc il voit une piste avec plusieurs couleurs. En fonction du type de couleur, il sait exactement la quantité de neige qu'il a sous ses chenilles. SNOSAT a amélioré la précision du travail des dameurs. Ce programme permet aussi de comptabiliser les temps de travail et de sollicitation des engins pour qu'à terme, soient développés des plans de damage toujours plus efficaces afin de réduire l'impact environnemental. Car le climat est en train de changer. La neige est moins abondante. Elle arrive aussi plus tard dans la saison. Il arrive désormais régulièrement que la hauteur de neige devienne critique. Le système SNOSAT va alors créer des alertes pour que l'homme active d'incroyables machineries capables de se substituer à la nature, les usines à neige. Bon, les conditions ce soir vont être bonnes pour tourner, Loïc. Donc si tu peux regarder vers l'enneigeur 633 sur le Cuma, combien il y a d'épaisseur, parce qu'il me semble que tout à l'heure on passait en ski, il manquait un peu d'épaisseur de neige. 133 autour, on a environ 30 à 40 cm. Donc c'est bien ce que je pensais, il va falloir le mettre en route. Mais comment fonctionnent ces usines à neige? Comment alimentent-elles les enneigeurs, plus connus dans le langage courant sous le nom de canons à neige? On dit enneigeur ou canon, mais le vrai terme c'est enneigeur, parce que c'est moins militaire. Tout simplement, on produit de la neige, on ne jette pas des balles. On enneige, on ne canonne pas. La station de Val Thorens est en fait composée de 13 usines à neige. 13 salles des machines qui sont les centres névralgiques du système. Comme son nom l'indique, il y a des machines, donc c'est de la machinerie. Il y a des pompes, des moteurs et des compresseurs. Ça ressemble à beaucoup de tuyaux enchevêtrés qui ressortent sous terre, bien sûr, parce que tout est hors gel pour ne pas avoir de problème. La principale salle des machines est reliée par 1,8 km de canalisation souterraine à des retenues d'eau artificielles. On en compte 2 de la sorte à Val Thorens. Première étape dans le processus de fabrication de la neige de culture, il faut dès l'automne faire descendre la température des eaux de ces 2 lacs. On commence déjà par refroidir l'eau, parce que quand on attaque l'automne, l'eau, généralement, elle est à entre 10 et 15 degrés. Et on la refroidit au plus proche de 2 degrés. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on a le meilleur rendement pour produire de la neige. Ce refroidissement de l'eau des lacs artificiels s'opère simplement à l'aide de compresseurs. Ils vont diffuser, à travers des canalisations dédiées, des bulles d'air au fond de la retenue d'eau. Ces bulles, en remontant vers la surface, vont créer un courant ascendant et favoriser le mélange des eaux du lac.
Le niveau supérieur, étant plus frais au contact de l'air ambiant, va par échange thermique progressif refroidir l'ensemble du volume d'eau à une température au plus proche des 2 degrés. Cette eau est ensuite acheminée en salle des machines, puis poussée grâce à des pompes dans les conduites reliées aux enneigeurs. Et pour produire de la neige, il faut également de l'air. Des compresseurs sont donc activés pour injecter en parallèle de l'air comprimé. Sous les enneigeurs, un jeu de vannes permet enfin de libérer l'eau et l'air sous pression qui se rejoignent au sommet de la perche. Et le mélange se fait vraiment à la sortie de l'enneigeur. On va percuter les molécules d'eau et les molécules d'air et aucun artifice n'est ajouté dans la neige de culture. Car il s'agit bien, uniquement en France, de neige de culture sans aucun additif. Une neige aussi pure et encore plus stable que celle que peut offrir la nature. L'ensemble de la station compte 440 enneigeurs alimentés par 13 salles des machines. Le tout piloté par un seul ordinateur. C'est un réseau de canalisation tentaculaire de plus de 40 km qui est déployé en sous-sol. Bien que performantes, ces usines sont pourtant souvent pointées du doigt pour leur consommation. 500 000 mètres cubes d'eau sont ici utilisés chaque saison pour produire de la neige de culture. L'équivalent d'une seule journée d'arrosage en été de l'ensemble des espaces verts parisiens. À ce jour, à partir d'1 mètre cube d'eau, les usines à neige parviennent tout de même à produire 2 mètres cubes de neige. Les efforts sont concentrés sur l'amélioration de ce rendement et les investissements sont nombreux pour toujours plus d'efficacité. Pour un ordre d'idée, il y a à peine un an, on était à 180 enneigeurs qui tournaient en même temps. Maintenant, on arrive à 250. Les enneigeurs s'emploieront toujours à fournir la neige nécessaire pour garantir la qualité des descentes du domaine skiable. Mais fort heureusement, la neige naturelle est toujours bel et bien présente en saison dans nos montagnes, rendant les paysages lunaires, lumineux, majestueux. Les stations prennent alors des allures de paradis blanc. Mais elles peuvent tout aussi rapidement se transformer en un véritable cauchemar. Les avalanches font partie des risques majeurs que nous avons à traiter sur le domaine skiable. C'est un risque que l'on connaît et que l'on essaye de maîtriser avec du déclenchement préventif de ces phénomènes naturels. Quand le climat devient hostile, à chaque chute de neige, lorsque les vents s'annoncent violents, la priorité est la sécurisation du domaine. Le risque d'avalanche est bien réel. Les flancs abrupts des montagnes qui surplombent les pistes de ski balisées sont étroitement surveillés. Les équipes sont sur le qui-vive pour mettre en action des plans d'intervention de déclenchement des avalanches, des PIDA, qui déterminent toutes les procédures à mettre en œuvre dans ces situations. C'est un mode opératoire qui définit précisément où, quand et comment déclencher ces avalanches. On parle de couloirs d'avalanche. Sur la seule station de Val Thorens, on en compte pas moins de 200. Des couloirs identifiés, répertoriés. Il s'agit de zones où le manteau neigeux est susceptible de céder si elles ne sont pas régulièrement traitées. Et le hasard n'a pas sa place en haute altitude. La méthode la plus courante pour déclencher préventivement ces avalanches est le système GASEX pour gaz et explosion. La station dispose de 66 exploseurs de ce type. GASEX est un système fixé dans le terrain. Les tubes en acier de 3 à 4 mètres de long sont coudés et orientés vers le manteau neigeux dans les couloirs où le risque d'avalanche est avéré. Ces tubes, ou exploseurs, sont alimentés en oxygène et en propane par 2 canalisations distinctes reliées à un abri sécurisé en amont de l'implantation des tubes. Le déclenchement se passe à distance par ordinateur. Des électrovannes libèrent les gaz. L'oxygène et le propane se rejoignent ensuite dans une chambre des mélanges située à la base du tube. Il ne reste plus qu'à activer la bougie qui fournit l'étincelle nécessaire pour produire l'explosion qui va créer une onde de choc et percuter avec violence le manteau neigeux. L'explosion et le souffle créent un poids sur le manteau neigeux et une action sur le manteau neigeux qui va le fragiliser et déclencher l'avalanche. Ça représente entre 20 et 50 kg de plastique. Ça représente en termes de souffle une roquette que peuvent tirer les militaires pour détruire un char d'assaut.
Mais toute cette énergie fournie par les explosions ne suffit pas toujours à déclencher une avalanche, le manteau étant assez solide et stable. Car il s'agit bien de déclenchements préventifs, destinés à sécuriser le domaine. Toutes les précautions sont prises pour limiter à plus de 99% ce risque d'avalanche. Le risque zéro n'existe pas, c'est une phrase qu'on entend souvent en montagne et il faut en être conscient malgré tout. On connaît de mieux en mieux la neige, on connaît de mieux en mieux les risques. Effectivement, on est avec les éléments, on suit les phénomènes et puis on répertorie aussi les chutes de neige, les conditions météo, ce qui nous permet d'avoir un recul sur la saison et de faire ce qu'on appelle des profils de la couche de neige qui nous donne des informations sur la stabilité du manteau neigeux pour pouvoir prendre les bonnes décisions, mais il faut quand même rester humble devant les éléments. Chaque saison, près de 1000 tirs sont réalisés, jusqu'à 2000 même selon les années. Gazex est l'un des systèmes les plus utilisés dans les stations de ski aujourd'hui. Val Thorens a d'ailleurs été la première dès 1988 à les avoir conçus et exploités. Mais d'autres méthodes tout aussi efficaces sont employées. Des pisteurs artificiers se déplacent également sur certains sites et déposent à la main les explosifs sur des points ciblés. On parle de grenadage à main. Plus spectaculaire encore, le système Décibel, un procédé de déclenchement mobile où la charge explosive placée dans une cloche est transportée par hélicoptère. Il permet d'atteindre, dans des temps records, les zones les plus dangereuses. On va retrouver un mélange gazeux du même type que le Gazex, mais en revanche, là c'est un gaz qui est différent. C'est un mélange hydrogène et oxygène qui est radiocommandé depuis l'hélicoptère. Nous avons un seul intervenant avec son boîtier de commande et qui traite ces couloirs avalancheux. On place ce dispositif entre 3 et 5 mètres au-dessus du manteau neigeux et on délivre les explosions. Nous avons une autonomie de entre 55 et 60 tirs, ce qui nous permet de traiter tout notre domaine dans des délais relativement courts. Mais il n'y a pas uniquement que les pistes à sécuriser lorsque la neige est trop abondante. C'est toute la station qui risque d'être entièrement paralysée. Tout le monde veut de la neige, et moi, mon boulot, c'est un peu un combat à la neige. C'est-à-dire que mon boulot, c'est de la retirer. La viabilité du réseau est alors en jeu, les routes deviennent rapidement impraticables, il faut alors tout mettre en œuvre pour rouvrir les axes routiers. Donc quand on parle de viabilité, on parle déjà de permettre aux gens d'arriver en station de Valto sans mettre les équipements. Donc à nous de faire le nécessaire pour que les gens puissent arriver sereinement en station. Il faut prévoir l'imprévisible pour perdre le minimum de temps. Qu'il y ait 30 cm ou 1 mètre, pour moi, ça ne change pas grand-chose. La méthode de déneigement reste exactement la même, sauf qu'après, il faut plus ou moins de temps pour pouvoir réaliser le travail. Nous, à Val Thorens, on a quand même la chance d'avoir des voiries qui sont quand même très très larges, donc on travaille un gros volume de neige. Donc ça nous permet d'avoir des engins qui sont bien plus gros, bien plus importants. Et plus vos engins sont gros, plus vous allez pouvoir travailler un volume important tout de suite. 12 machines colossales, dépassant parfois les 20 tonnes, équipent le service de déneigement de la station. Il s'agit en fait d'engins de chantier et d'autres issus du monde agricole. Détournés de leur fonction initiale, ils jouent en montagne le rôle de porte-outils et ont donc été spécialement équipés. C'est des grosses machines, mais elles sont vraiment adaptées. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'avoir des machines trop grosses pour dire on fait du déneigement, on est les rois de la route. C'est pas du tout ça. Les bécanes sont vraiment adaptées au milieu dans lequel on travaille, c'est-à-dire la voirie et l'altitude. On trouve donc sur ces engins des étraves qui ouvrent les routes en repoussant la neige sur les bords, des sableuses qui déversent du gravier pour que les voitures adhèrent à la route, et des fraises qui absorbent la neige et la chargent dans des camions tout comme le font les ensileuses dans les champs de céréales. Cette méthode est d'ailleurs nouvelle dans le déneigement en France. Inspirée des techniques canadiennes et suisses, elle permet un débit de chargement de 180 tonnes par heure. Pour vous donner une idée sur Val Thorens, quand il neige en continu, il faut que je puisse évacuer 5000 m3 de neige. C'est l'équivalent de 2 piscines olympiques. Après, c'est vraiment une coordination. Même pour nous, il faut qu'on s'adapte. Ça paraît pas, mais ça en met. N'hésite pas à te resserrer un peu, Axel, ça tourne vers la gauche. On pourrait penser de l'extérieur que c'est simple, qu'il suffit de monter dans une machine et d'aller déneiger à droite, à gauche. En fait, non, c'est une grosse organisation. Parce qu'on travaille aussi beaucoup sur l'esthétique, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste des bourrins au volant de machine pour dire on retire de la neige, on va à droite, à gauche, non. On a une vraie méthode de travail, on tape pas dans les talus, on essaye de tailler des murs droits. On se doit de restituer un peu une esthétique quand même pour nos clients. Ça demande beaucoup de présence, en fait.
Sur l'ensemble de la saison dernière, considérée pourtant comme une petite année à neige, il est tombé malgré tout près de 5 mètres en cumulé sur la station. Même si ce chiffre paraît modeste, cela représente tout de même 90 000 mètres cubes de neige à évacuer. Il est 9 h du matin sur la station. Le domaine est entièrement prêt, les avalanches préventives ont été déclenchées, les dameurs ont remis les pistes en état, les déneigeurs ont déblayé les derniers vestiges de neige sur les routes. Et c'est déjà l'heure de l'ouverture. Les premiers skieurs se pressent pour accéder aux remontées mécaniques. Une remontée mécanique, c'est un espèce d'ascenseur qui permet de remonter le plus de monde possible en un minimum de temps et avec beaucoup de sécurité sur les sommets des domaines skiables. Technologiquement parlant, c'est vrai qu'on a la pointe. Chacune a ses propres caractéristiques. On a également pas mal de prototypes. On peut en fait transporter 70 000 personnes par heure en simultané sur nos remontées mécaniques. Val Thorens en compte seulement 31, car la volonté sur le site a été de privilégier de gros porteurs, capables d'embarquer un gros volume d'usagers. D'abord, la topographie s'y prêtait et ça limite aussi l'impact paysager d'avoir le moins de pylônes possible. Donc nous faisons la chasse à ça, au nombre de pylônes et au nombre de câbles, et on essaye d'être très rationalisé. Dès 1982, Val Thorens a d'ailleurs connu son premier véritable engouement avec la construction d'une installation hors norme, tant par sa capacité que par sa vitesse, le téléphérique de la cime Caron. À l'époque, le plus gros téléphérique du monde. Une remontée mécanique qui a permis des retombées immédiates pour la station. Elle a fait le buzz mondial et elle a fait connaître Val Thorens. Donc c'est pas seulement une prouesse technologique, c'est aussi une prouesse marketing et communication qui a fait qu'à partir de ce moment-là et l'arrivée de ce téléphérique, Val Thorens a commencé vraiment son essor. Le téléphérique de Caron, c'est le Concorde de Val Thorens. Le téléphérique de la cime Caron était en effet à l'époque déjà très impressionnant. Ses performances étaient équivalentes à celles d'aujourd'hui. Chaque heure, la machine peut déplacer jusqu'à 1600 personnes. Les deux cabines sont gigantesques, de la taille d'un bus. Avec leur surface de 32 mètres carrés, elles peuvent embarquer chacune jusqu'à 150 personnes et se déplacent à la vitesse de 11 mètres secondes, soit près de 40 km/h. L'engin parcourt 900 mètres de dénivelé en 3 minutes 40 secondes pour atteindre les 3200 mètres d'altitude. Après 35 ans, le téléphérique continue toujours d'éblouir par sa technicité. Chaque moteur pèse 5 tonnes, les poulies font 5 mètres de diamètre, les poulies de déviation c'est 3,50 mètres, c'est des câbles porteurs de 68 mm, donc une bobine ça pèse autour de 80 tonnes, il a fallu acheminer tous ces matériels pour pouvoir faire la construction. C'est un chantier qui était à la croisée du chantier à l'ancienne et le démarrage des chantiers comme on peut les rencontrer aujourd'hui. L'installation d'une remontée mécanique est à chaque fois une véritable prouesse technique, un défi aux lois de la gravité. Les câbles pèsent jusqu'à plusieurs dizaines de tonnes selon leur longueur et leur diamètre, déterminés par la tension qu'ils auront à supporter selon le relief et le poids des cabines à tracter. Ces câbles sont posés et tirés à l'aide d'un hélicoptère à travers les gares et sur l'ensemble des pylônes. Il faut maintenant relier les deux extrémités d'un même câble pour former une seule et même boucle fermée. Une opération minutieuse, presque entièrement réalisée manuellement. Le câble mis en tension est composé en réalité d'une multitude de câbles métalliques plus fins, torsadés entre eux, que l'on appelle des taurons. Ces taurons sont eux-mêmes tressés en hélice autour d'un support en plastique. Pour raccorder les deux bouts de la ligne, certains taurons de part et d'autre sont entrelacés dans le corps du câble afin que la jonction soit invisible. Cette action, appelée épissure, doit être réalisée sur une longueur suffisante, d'au moins 1200 fois le diamètre nominal du câble, afin d'en assurer toute sa résistance. Les remontées mécaniques sont des engins fiables et robustes. Ces machines représentent des investissements colossaux, jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros, selon les travaux d'adaptation nécessaires pour les accueillir
et pour créer des innovations, comme cela a été le cas notamment dans les années 90, avec une toute nouvelle remontée mécanique dont la technologie allait s'exporter mondialement. Le Funitel, pour funiculaire téléporté. Un appareil révolutionnaire pouvant être exploité pour la première fois par des vents de plus de 100 km/h. Sa particularité repose sur son système de double câble, une innovation qui l'a rendu unique et originale. Ça a été le premier Funitel à être construit au monde. C'est vraiment une grosse télécabine et qui va avoir des pinces et qui va se tenir sur 2 câbles. Ça veut dire que même s'il y a un fort vent de travers, globalement, c'est un appareil qui va vraiment tenir et avoir une très grande résistance au vent. Les pinces du Funitel, c'est pas comme sur un autre appareil. Sur les autres appareils, il n'y a qu'une pince. Nous, on en a 4. Donc on en a 2 de chaque côté, sur chaque câble. Et le chariot est très près des câbles. Ça évite le balancement de la cabine comme ça. C'est en 1991 un concept nouveau. Les cabines, aussi larges que la voie, sont donc fixées sur 2 câbles de 5 cm d'épaisseur. Ce sont en réalité 2 systèmes de câbles indépendants qui forment les voies de circulation. Ils se croisent dans les gares de départ et d'arrivée via un système de poulies d'un diamètre de 4,60 m situé dans la machinerie en sous-sol des structures. 2 câbles montés en parallèle, 2 systèmes de tension indépendants, le tout parfaitement synchronisé. Une des difficultés du Funitel, c'est qu'il nous faut pouvoir assurer que les 2 câbles auxquels la cabine se tient vont exactement à la même vitesse. S'il y a un câble qui va plus vite, la cabine va finir par se mettre en travers et elle va avoir du mal à rentrer dans la gare. Pour éviter ça, nous avons tout un système mécanique et notamment de croisement de câbles pour qu'ils puissent s'inverser et faire en sorte que la cabine arrive bien droit au départ et à l'arrivée. À l'arrivée en gare, les pinces se desserrent et libèrent la cabine grâce à un système de ressort. Un ralentisseur permet de réduire la vitesse. Les cabines doivent en effet passer de 25 km/h, soit la vitesse de traction des câbles, à celle de 15 cm/s, vitesse de la chaîne placée dans le rail qui va les stabiliser, les entraîner et permettre aux skieurs d'embarquer en gare en toute sécurité. À la sortie, c'est un lanceur, un système d'accélération cette fois, qui donne l'impulsion nécessaire aux cabines pour atteindre à nouveau la vitesse de 25 km/h. La vitesse relative entre la cabine et les câbles doit être nulle pour permettre aux pinces de se fixer à nouveau, en douceur, comme si le mouvement n'existait pas en fait. Ces ralentisseurs et ces lanceurs fonctionnent tout simplement à l'aide de moteurs équipés de pneus horizontaux, comme on peut en voir d'ailleurs sur des montagnes russes, avec les systèmes de propulsion et de freinage des wagons. Et l'enjeu pour cette toute nouvelle technologie était de taille. Le Funitel de Péclé est aujourd'hui l'axe le plus important du domaine skiable. Il relie le centre de la station au glacier de Péclé à 3000 mètres d'altitude. Il permet d'accéder à la plupart des secteurs en un minimum de temps en desservant directement pas moins de 5 pistes. Avec ses 38 cabines d'une capacité de 19 places assises, le Funitel se montre particulièrement intéressant à l'ouverture de la station lorsque le flux des skieurs est à son apogée. Il est capable d'emmener près de 3200 personnes chaque heure dans les hauteurs du domaine, à la vitesse de 7 mètres secondes, soit près de 25 km/h. Long de 3140 mètres, le trajet est réalisé en à peine moins de 8 minutes, au cours desquelles les cabines traversent 11 pylônes installés sur un dénivelé de 700 mètres. Du débit, de la grande longueur, des grandes hauteurs de vol, de la vitesse, de la sécurité, du confort, c'est une Rolls cet appareil. Ces précieux engins nécessitent un entretien et un suivi quotidien. Le but, c'est que cette machine marche bien. Donc on a des contrôles journaliers à faire tous les matins, écouter les bruits dans les gares, et on contrôle toutes les pièces mécaniques qui sont là et qui vont marcher toute la journée. Donc on contrôle le serrage d'un peu des boulons, c'est du visuel. Et donc on a des essais à faire aussi avant la mise en service, avant que les clients arrivent, quoi. C'est une machine qui fonctionne très bien. La procédure de démarrage est millimétrée. Chaque point de contrôle est soigneusement annoté dans des carnets de maintenance. Pourtant, même si plus de 98% des incidents sur les remontées mécaniques sont liés à la maladresse des usagers, il peut survenir des problèmes mécaniques ou électriques. Qu'est-ce qu'il y a ?
Je vais aller voir un galet au P0. En fait, il est tout fait extérieur. Avec mon four, c'est en train de limer la flasque intérieure. Ouais, mais ça te la lime, mais un truc de fou. Alors, faut le rectifier. Mais ça, c'est les aléas de la remontée mécanique, quoi, hein. On part le soir, tout va bien. On arrive le lendemain matin, on met en route, paf, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc ça reste quand même de la grosse mécanique, le Funitel de Pechley. Apparemment, on a un problème sur un pylône, donc il y a des équipes d'entretien qui vont faire une intervention. J'ai été informée évidemment de ce qui se passait le matin lors des contrôles sur le Funitel de Pechley. Donc un galet était abîmé, il a fallu le changer puisque le bandage était en train de se déliter. C'est les grosses roues que vous avez sur chaque pylône. Donc ça s'appelle un galet, qui est un bandage caoutchouc, donc notre câble roule dessus. Mon rôle dans tout ça, c'est de mettre en place les équipes techniques pour changer au plus tôt ce galet et ouvrir aux clients en temps et en heure. C'est de l'usure mécanique, donc à chaque fois qu'une cabine passe sur les galets, ça secoue, quoi, hein. On a du personnel sur le pylône, moi j'étais là, j'intervenais avec ma radio. Faire attention aux messages radio, bien se coordonner avec le gars qui est sur le pylône et moi qui suis en charge de faire rouler pour arrêter. Ouais, Laurent, pour France, je te reçois pas là, on peut faire rouler Pechley? Oui, Franck, tu dois faire rouler Pechley. Ouais, ok, attention, Pechley roule. Donc on communique beaucoup entre nous, c'est sûr qu'il faut que ce soit sécuritaire. Il faut bien comprendre que nous avons jusqu'à 26 000 skieurs en circulation sur le domaine skiable. Tous les jours, il va se passer quelque chose qu'on n'a pas prévu. Et donc tous les jours, cela va nécessiter que les hommes s'adaptent à cette nouvelle situation et la gèrent avec un maximum d'efficacité en un minimum de temps. Mais une journée réussie, c'est quand le client ne s'est aperçu de rien. Vous l'aurez compris, la sécurité est bien évidemment le maître mot au sein des stations de ski. Agir vite, agir bien, dans la plus grande discrétion. Mais que se passerait-il si une remontée mécanique venait à être entièrement immobilisée? Que la panne soit plus grave que prévu? Bien que cela ne soit pas encore arrivé dans cette station, les équipes se préparent pourtant à de telles situations. C'est un peu comme les services d'urgence ou les services de pompiers. Nous avons des entraînements très réguliers pour que les gens aient vraiment de très bons réflexes. Nous avons des scénarios, par exemple, on va casser un réducteur sur un appareil et on ne pourra pas le redémarrer. Il va falloir évacuer les gens de l'appareil quand même. C'est un hélicoptère qui intervient simplement pour l'extraction des personnes bloquées dans les téléportés, pour les ramener sur la terre ferme, les mettre en sécurité pour qu'ils puissent regagner le domaine skiable et la station. Ces opérations se réalisent également par d'autres techniques, notamment à la corde, mais ça génère beaucoup plus de temps de mise en œuvre et d'évacuation. D'une manière générale, pour nous, le vecteur aérien est un véritable allié qui nous permet d'être extrêmement rapide, efficace et de travailler en sécurité également. Les domaines skiables, un monde hautement technologique qui a su développer toute l'ingéniosité nécessaire pour améliorer le travail de la neige et les équipements pour les skieurs. De la technique et surtout une sécurité maximale que toutes les stations s'imposent à juste titre. Et pourtant, un dernier point restait encore jusqu'à la saison dernière non maîtrisable, celui des collisions entre skieurs, liées à la surfréquentation des pistes. La station est actuellement en train de répondre efficacement à cette problématique avec un tout nouveau système, SkiFlu, qui permet aux skieurs de choisir en temps réel les pistes les moins fréquentées. On a une légende avec des smileys. Et en fonction du nombre de smileys verts, orange ou rouge qui est associé au nom de la piste, on connaît une indication de la densité de flux de skieurs sur la piste. Et à partir du moment où on touche 5% des personnes, on observe déjà une baisse de fréquentation. Sur chaque piste, on a mis en place des capteurs qui comptent les skieurs. Donc on sait combien de skieurs passent par minute, par seconde. C'est le bison futé en fait des pistes. D'un côté se trouve un pylône émetteur, et de l'autre, un pylône récepteur. On a un capteur par piste qui nous donne le débit de la piste, le nombre de skieurs qu'on a par unité de temps. SkiFlu est exploité pour la première fois cette année à grande échelle. Il permet de délivrer aussi des informations sur la météo ou le risque d'avalanche. À terme, l'état des pistes et la qualité de la neige seront pris en compte pour guider le skieur dans ses choix et pourquoi pas même intégrer le niveau de chacun pour offrir une donnée entièrement personnalisée.
Peut-être demain, on ira sur une prédiction de ce que va être le flux de skieurs, mais sur l'ensemble du domaine skiable. On n'en est pas là, mais ce serait une évolution possible de ce produit. Déployé à grande échelle cette saison, le système Skiflu est une première mondiale. Mais à terme, il est certain qu'on retrouvera des technologies similaires dans les meilleurs domaines skiables du monde. Les stations de sport d'hiver sont en mutation constante. Elles s'adaptent aux modes et aux envies, aux normes et aux reliefs qu'elles essaient de respecter toujours plus. Elles construisent aujourd'hui déjà les pistes de demain. On fait de l'innovation pour répondre à des besoins. Des dameuses aux remontées mécaniques, des déclenchements d'avalanches au déneigement, de la production de neige de culture à la gestion des flux de skieurs. À coup de défis technologiques, les hommes tenteront toujours d'apprivoiser l'hostilité des reliefs et les caprices du temps. Derrière l'univers blanc, il y a 6 mois de maintenance. Et la maintenance sur des installations, c'est toute une planification, c'est toute une organisation avec beaucoup de règles techniques. Et la technologie ira toujours plus loin pour optimiser l'utilisation des machines et limiter aussi leur impact sur l'environnement. La technologie est vraiment rentrée dans les dameuses avec plein de boîtiers électroniques. Ça ne change quand même pas la manière de conduire, il faut toujours un chauffeur au volant. L'investissement est total. Je pense que je ferai ce métier toute ma vie. Chaque jour, chaque nuit, près de 2000 personnes œuvrent ici dans l'ombre pour le plaisir des skieurs. Des engins de haute technologie, des hommes et des femmes impliqués à 100%. Avant la technologie, avant tout, c'est que nous avons un métier qui est fondamentalement humain. Je fais beaucoup plus confiance finalement aux hommes et à leur engagement qu'à toute la mécanique qu'on va pouvoir mettre autour. Tous ces professionnels de la neige, avec leurs machines, veilleront toujours en toute discrétion à nous offrir les meilleures stations de ski.